Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, on va laisser quelques secondes pour laisser tout le monde se connecter et on commencera assez vite parce qu'on a un programme assez dense. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre et à vous être inscrits, donc déjà merci pour pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. On devrait être plus de 100 personnes. Je vois que beaucoup se connectent en ce moment. Donc, je vais laisser le soin à chacun de se connecter. On va démarrer dans quelques secondes. J'en profite pour les questions pratico-pratiques. Vous avez donc à votre disposition plusieurs possibilités pour converser avec nous. Vous pouvez lever la main pour demander la parole et vous pouvez également converser. Bonjour à ceux qui commencent effectivement à utiliser la conversation. Donc, n'hésitez surtout pas pendant la présentation à nous soumettre vos questions. On essaiera dans la mesure du possible de les traiter en cours de route. Et si jamais on n'a pas le temps ou on ne les voit pas sur le moment, n'hésitez pas parce qu'à la fin de la session, on prévoit quelques minutes pour pouvoir les traiter. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre et les prochains à arriver nous rejoindront en cours de route. Donc, bonjour à toutes et à tous. Encore merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est sur la thématique de la collecte des données. Et ce qu'on a souhaité faire sur cette thématique qui est d'actualité, donc je mets actualité entre guillemets parce que le décret tertiaire, ça va être une actualité qui va vous accaparer, vous occuper, nous comme vous d'ailleurs, pendant quelques années. Mais la collecte des données, c'est l'échéance court terme du décret tertiaire et beaucoup d'entre vous dans vos organisations respectives se penchent sur ces questions en ce moment. On a voulu traiter cette problématique donc pour à la fois traiter cette échéance court terme, mais aussi ne pas oublier le temps long. C'est un des messages qu'on vous passera au cours de ce webinaire, c'est que pour nous, la collecte des données doit être un préalable à la stratégie de management de l'énergie et qui permet de répondre aux véritables enjeux et objectifs fixés par le décret tertiaire, qui sont des objectifs de réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments. Alors, un rapide sommaire pour vous situer comment on va articuler cette présentation. Comme je vous l'ai dit, on a évidemment un focus assez important sur la partie collecte des données. On va essayer de s'orienter vraiment sur les points de friction et vous apporter l'expérience qu'on a sur ces thématiques-là et pour vous donner quelques bonnes pratiques pour essayer de résoudre justement les difficultés qu'on peut rencontrer sur la collecte des données et qui sont nombreuses. Je pense que certains d'entre vous le voient déjà dans vos problématiques du moment. Et ensuite, on aura aussi une partie, on aura des cas d'usage qui vont permettre d'illustrer ces éléments-là. Et on aura ensuite une partie sur le lancement de la stratégie du management d'énergie, puisque, et c'est un message qu'on passe souvent auprès de nos partenaires et de nos clients, les données en elles-mêmes ne font pas d'économie d'énergie. Et l'enjeu véritable du décret, ce sont les économies d'énergie. Donc, on verra comment se servir de cette collecte des données pour faire tremplin sur l'atteinte des objectifs de réduction de consommation énergétique. Voilà, vous voyez nos têtes en double, c'est une belle mise en abîme. Désolé Gaël. Pour nous, c'est important, on ne va pas trop vous parler de la société, mais important juste de resituer qui on est. Adviseo, on fait partie du groupe CETEC, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un des plus grands groupes d'ingénierie français. Et Adviseo est né il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dans l'idée d'appliquer le savoir-faire CETEC, qui est un savoir-faire d'ingénierie d'excellence, beaucoup sur la conception. Et nous, on a appliqué ce savoir-faire à l'exploitation et plus spécifiquement à la performance énergétique des bâtiments, qui est le sujet qui nous préoccupe. Et vous avez quelques chiffres sur où on en est aujourd'hui. On a la chance d'avoir une évolution rapide grâce à la confiance que nous accordent nos clients. Peut-être quelques petites précisions sur ces chiffres. Parmi les 50 collaborateurs, on a un peu plus de la moitié des personnes qui sont des énergéticiens et qui sont donc au contact des clients dans leur bâtiment et qui connaissent donc très bien les problématiques métiers et qui co-conçoivent les solutions, y compris technologiques, qu'on édite. Ça, c'est un élément important dans notre ADN. Et à ce titre, je suis donc très content d'être accompagné de Gaël,
au cours de ce webinaire, qui est Merci Xavier. un Energy Manager, et qui vous parlera justement de ce qu'il constate sur le terrain sur les problématiques de collecte des données. Alors, très rapidement, parce que c'est des informations que vous avez sans doute majoritairement, mais on est obligé de resituer le contexte évidemment du décret. Comme vous le savez, le décret tertiaire fixe des objectifs de réduction de consommation énergétique qui peuvent se faire soit vis-à-vis d'une année de référence, on y reviendra, et qui impose de faire 40% de réduction de consommation, de baisse de consommation d'ici 2040, 50% 2050 et 60% d'ici 2060. Avec des acronymes qui vont vous devenir progressivement familiers, CRELAT, CREF, etc. On y reviendra. Et il y a également un autre objectif possible à atteindre, qui est celui de la valeur absolue, et pour lequel on n'a pas encore tous les éléments. Les arrêtés ne sont pas encore tous parus pour préciser les fameuses données étalons desquelles vous pourriez aussi comparer vos bâtiments pour atteindre ces objectifs. On a souvent les questions en ce moment chez nos clients, chez les entreprises et collectivités avec lesquelles on discute. Est-ce que je suis concerné par le décret tertiaire? Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que si vous vous posez la question, c'est que sûrement vous l'êtes. Parce que le champ d'application du décret tertiaire, c'est tertiaire au sens très large. Et donc, les personnes qui sont exclues de ce champ sont soit l'industrie, au sens économique du terme, soit des choses très spécifiques qui sont listées, comme les lieux de culte, comme la défense, par exemple. Donc, le champ d'application est extrêmement large. On reviendra sur les périmètres d'assujettissement un peu plus loin. Le calendrier est évidemment important pour les enjeux que vous avez dans vos organisations. La prochaine échéance, je l'ai rappelé, c'est une échéance qui est relativement court terme. C'est le 30 septembre 2021, puisque ce sera la première échéance de déclaration des consommations énergétiques sur la plateforme Opérate. Ça me permet de rappeler une chose, mais je pense que vous en êtes tous conscients, c'est que ce calendrier qui est indicatif, qui fait partie du dispositif éco-énergie tertiaire, il y a quand même une incertitude autour de la tenue exacte de ce calendrier. On reviendra sur ces questions. Donc, pour l'instant, le calendrier est fait de cette manière-là. On peut s'attendre à ce qu'il puisse aussi évoluer. Donc, il faut aussi anticiper ces évolutions éventuelles. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de la collecte des données. Et quand on parle de collecte des données, la première question à se poser, évidemment, c'est de quelles données on va parler. Alors, rappelons les sources de données qui sont acceptées dans le sens du décret tertiaire. De gauche à droite, c'est dans l'ordre de, en tout cas, nous, c'est notre perception de fiabilité qu'on peut accorder à ces données. Donc, d'abord, la donnée facturante des distributeurs d'énergie qui peuvent aussi, dans le cadre où on a un certain nombre de points de livraison sur un site, des données agrégées, sont évidemment des données qui sont acceptées dans le sens du décret. Les factures d'énergie émises par les fournisseurs d'énergie en deuxième niveau. Et enfin, les rapports RSE. On a précisé ici données auditées. Ce n'est pas directement précisé dans les textes pour l'instant que ces données des rapports RSE, pour être acceptées, doivent être auditées. Mais on peut intuiter que ce soit on va dire un prérequis logique. C'est pour ça qu'on voulait indiquer de cette manière. Et il est intéressant de voir que dans les rapports RSE, les sources de données peuvent être diverses. Et donc, ça pose toujours la question de la qualification des données et de la qualité des données qu'on obtient. Pour, au final, et quelle que soit la source, on va parler de consommation d'énergie finale en kilowattheure, qui seront ensuite ramenés au mètre carré quand on ajoutera les questions de surface. Quelques précisions sur le périmètre d'assujettissement. Comme je disais, pour savoir quelles données remonter, il faut aussi évidemment bien préciser pour chacune de vos problématiques quels sont les périmètres assujettis. On a mis deux grandes questions qui sont souvent celles qui reviennent et qui peuvent poser des difficultés sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. D'abord, dans vos bâtiments, êtes-vous propriétaire du bâtiment? Êtes-vous exploitant? Est-ce que le bâtiment, est-ce qu'il y a une question de copropriété, etc. Donc, toutes ces questions-là sont importantes dans la définition du périmètre. Et après, il y a aussi des notions de responsabilité qui se posent derrière tout ça. Mais dans le niveau d'assujettissement, tous, en tant que vous soyez exploitant
ou propriétaire de bâtiments de plus de 1000 m², vous êtes en tout cas concerné par le décret et assujetti. Et deuxième élément, est-ce que le bâtiment il est entièrement tertiaire ou mixte et s'il est mixte, évaluer la surface évidemment qui est tertiaire. Voilà, et là, pour finaliser sur cette partie, les précisions. Donc, j'ai parlé de ce seuil de 1000 m² que vous connaissez tous sans doute. Peut-être préciser des choses importantes. C'est vraiment la surface du bâtiment qui fait foi, de la partie tertiaire du bâtiment. C'est-à-dire que si vous êtes locataire d'une surface, par exemple, de 300 m² au sein d'un bâtiment de plus de 1000 m², vous êtes dans ce cadre-là assujetti au décret. Et sur les surfaces, la surface de plancher est celle qui fait référence, mais le décret précise que des surfaces, notamment dans le cadre de commerce, par exemple la surface commerciale utile, peuvent être acceptées et avec, dans les textes, des niveaux de précision là-dessus. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des demandes de précision sur ces questions-là, qui peuvent être assez techniques. Voilà, et maintenant, je vais laisser la parole à Gaël qui va nous parler de la méthodologie pour aller chercher ces données. Merci Xavier pour cette introduction. Donc, on a bien vu qu'on avait deux typologies de données importantes à aller collecter, qui étaient bien cette donnée de mètres carrés donc, liée au patrimoine et cette donnée de consommation énergétique d'énergie finale en kilowattheure. La méthode donc, qu'on vous propose pour réaliser cette collecte de données est bien basée sur ces deux grandes notions. Donc, dans un premier temps, c'est bien sûr la connaissance patrimoniale. On parle bien du nombre de sites présents sur son patrimoine, du nombre de mètres carrés de ces sites. Si je suis propriétaire, est-ce que j'ai des locataires? Est-ce que je suis capable de cartographier mes lots sur mon patrimoine? Les périmètres assujettis ou non, et donc les personnes morales assujetties qui sont bien liées à ces périmètres. Donc, la première question, c'est bien comment est cartographié le parc. La deuxième question, c'est comment l'énergie est suivie de manière macro sur ce parc-là. Donc là, on a bien une vision énergétique du patrimoine où il est important de connaître le nombre et le lieu des points de livraison qui est bien en fait le compteur qui me permettra de connaître mon énergie consommée finale à l'entrée de mon bâtiment, donc par énergie, et que je devrais rattacher à ce moment-là à une facture énergétique pour avoir, une donnée de consommation énergétique pour avoir cette donnée-là, pour pouvoir la remonter. Donc, c'est bien ces deux visions. Comment est cartographié le parc au sens patrimonial? Comment est suivi de manière macro mon énergie? Et quand on arrive à lier les deux, on est bien dans une stratégie, dans une connaissance énergétique patrimoniale. Donc, sur la méthodologie, premier point, la définition du périmètre, comme on a vu, donc identification des sites, des surfaces assujetties, la complétude de mes données, donc la connaissance de mes énergies entrantes sur mes bâtiments. Et là, la question aussi liée donc, aux personnes morales assujetties, est bien la stratégie d'obtention et de consentement de cette donnée. Forcément, quand je suis propriétaire et que je vais devoir chercher de la donnée auprès d'une partie tierce, il va falloir que je lui demande son consentement pour qu'il me diffuse l'autorisation d'avoir accès à cette donnée-là. Une fois qu'on a défini le périmètre, on va concrètement dans la collecte de données. Donc, c'est dans un premier temps récupérer ces consentements. Une fois qu'on a récupéré ces consentements, on va avoir l'information des points de livraison liés à ce consentement, donc bien des contrats de fourniture d'énergie qui sont liés. L'objectif, une fois qu'on a accès à ces données, c'est de venir récupérer un maximum d'historique, de mettre en place un flux qui va me permettre d'automatiser et, in fine, de centraliser la collecte de ces données sur une plateforme qui va après me permettre plusieurs choses, notamment de qualifier la donnée, qui est en troisième étape, parce que cette notion de qualification est très importante. Je récupère de la donnée, mais quelle donnée je récupère et quelle est la valeur de la donnée? Et donc, l'objectif, c'est de venir qualifier cette donnée en faisant des études de cohérence au niveau de mes différentes sources de données, de valider les valeurs exogènes que je vais utiliser et, in fine, de replacer aussi la qualité de mes données pour commencer à avoir une vision un peu plus spécifique de mon parc, notamment au niveau de la validation des usages au sein des bâtiments. Une fois qu'on est certain de notre donnée, on va bien pouvoir passer à l'étape finale, qui est l'objectif,
qui est bien de définir la situation de référence, et je dirais même plus, qui est de définir la meilleure situation de référence. Globalement, dans le cadre du décret tertiaire, on voit qu'il n'existe pas une référence, mais bien plusieurs. Et donc, l'objectif est de venir tester ces plusieurs méthodes pour définir la meilleure méthode qui nous permettra d'avoir la situation de référence la plus adaptée à notre stratégie et à notre parc. Donc, ça passe bien sûr par la sélection de l'année de référence via des algorithmes, via des méthodologies. Ensuite, une fois qu'on a ces situations de référence, on les dépose sur Opera et ensuite, on va venir quantifier l'écart à l'objectif qui est bien la photo de notre patrimoine réel par rapport aux références qu'on a définies. Donc, quels outils pour collecter la donnée? On l'a vu, on a plusieurs sources de données. La première, ça va être la facture d'énergie. Donc, la facture PDF, sur laquelle on a beaucoup d'informations, et notamment l'information de consommation énergétique, celle qui nous intéresse. Donc, nous, en fait, on passe par des outils de mapping via OCR qui nous permet d'aller chercher la bonne donnée, donc la donnée de consommation, au niveau de la facture PDF. La deuxième possibilité, c'est l'accès client web, donc le portail client auprès du distributeur ou du fournisseur d'énergie, qui nous permet, pareil, d'avoir la donnée de consommation, soit à minima de manière mensuelle, soit un peu plus finement de manière journalière. La troisième méthodologie est la connexion via API. La connexion via API, en fait, est une méthode informatique qui permet de faire dialoguer des sources de données entre elles et donc, en gros, de récupérer des informations dans une source de données pour venir la mettre dans une autre. Donc, l'objectif, en fait, est bien d'avoir un outil qui permet d'automatiser la récupération des données et de centraliser cette donnée pour pouvoir la visualiser. Le plus, c'est vraiment en plus d'avoir un comptage qui permet de venir chercher un peu plus finement de l'information, notamment via de la connexion sur des objets IoT ou de la GTB. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet outil qui permet et d'avoir la vision à l'échelle patrimoniale, à l'échelle énergétique, au sens des points de livraison, et d'avoir cette vision un peu plus fine en fait, du comptage après par bâtiment qui va être aussi demandé par le décret tertiaire, notamment dans la définition d'usage ou pour des problèmes après justement d'allotissement de consommation par rapport à des mètres carrés. Donc cette notion de sous-comptage énergétique. L'objectif, c'est bien d'avoir cet outil qui a ces deux visions. Xavier, je te laisse la parole. Merci Gaël. Donc, on a exposé les données à obtenir dans le cadre du décret tertiaire, la méthodologie dans les grandes directions qu'on préconise pour cette collecte. Et là, on va vraiment rentrer dans les difficultés qu'on rencontre régulièrement et qu'on peut catégoriser. Juste avant, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, on va simplement jeter un œil sur… par exemple, il y avait une question sur l'assujettissement des casernes de pompiers. Oui, je vous confirme que vous êtes concernés. Sur les dates de réduction de consommation, c'est bien 40% 2030, 40%, 50% 2040 et 60% 2050. Je pense qu'il y avait effectivement vous avez bien fait de le souligner, une petite coquille sur le slide. Voilà. Ensuite, il y a des questions plus précises sur l'assujettissement et sur l'année de référence, on y reviendra. Et sur les notions de responsabilité. Okay, on reviendra sur ces questions-là, tout à l'heure. Donc sur les difficultés rencontrées, on les a catégorisées en deux grandes parties. Ce qui est sûr, et peut-être que certains d'entre vous au sein de vos organisations, vous l'avez déjà confronté, c'est que la collecte des données, c'est un exercice qui peut être assez laborieux parce que, d'une part, il y a un niveau d'accessibilité à ces données, et notamment aux données historiques qui peuvent être plus ou moins difficiles, avec des facteurs qu'on va discuter. Et ensuite, il y a aussi des relations multipartites qui rendent la collecte des données plus difficile selon l'environnement. On en a parlé tout à l'heure, notamment quand vous avez des immeubles dont, par exemple, vous pouvez être propriétaire et qui sont exploités par des entreprises locataires. Gaël l'a tout à l'heure rappelé, il y a une question d'obtention du mandat pour avoir l'autorisation de collecter ces données
par un tierce. Et cette obtention peut être assez chronophage, prend du temps. C'est une question à la fois de communication, d'outils pour automatiser ces communications. On en reviendra un petit peu plus loin. Vous avez aussi des périmètres entre parties privatives, parties communes dans des immeubles mixtes qui nécessitent justement vraiment de bien travailler et de bien cadrer la notion de périmètre. Et notamment, ça concerne beaucoup les collectivités, la question des contrats de chauffage de type P1 fait que les données de facture que vous pouvez avoir ne contiennent pas forcément les kilowattheures. Or, ce qui va nous intéresser dans le cadre du décret, c'est vraiment cette donnée en kilowattheures qu'on ramène au mètre carré. Et dans le cadre de facture P1, ça nécessite, on a eu le travail à faire de notre côté avec plusieurs collectivités, ça nécessite un travail de fourmi pour aller récupérer les informations, parfois auprès du mainteneur, parfois auprès de l'AMO qui pourrait accompagner sur ce contrat, et donc de mettre en place un dialogue qui n'est pas seulement lié à des solutions techniques, mais à ces interconnexions humaines. Et sur l'accessibilité des données, donc comme je le disais, il y a les données historiques qui peuvent poser souci, puisque vous avez un historique maximum qui théoriquement est de 5 ans. Peut-être que certains d'entre vous ont vu que ce n'était pas toujours aussi évident de remonter jusque-là. Au-delà, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Est-ce que vous avez des factures digitalisées? Est-ce que vous avez des factures papier? Et comment on va réussir du coup à mapper tout ça pour avoir des données fiables? Donc on a exposé les difficultés, c'est bien d'avoir des solutions idéalement pour à la fois les résoudre et parfois les contourner. Il faut être conscient que la notion d'exhaustivité des données est parfois difficile à obtenir et pas forcément toujours souhaitable dans le cadre du décret et de la stratégie. Mais en tout cas, arriver à avoir la bonne donnée qui nous permettra de répondre aux exigences du décret et ensuite de construire une fondation solide pour la stratégie, c'est essentiel. Là, on a 2 grands types de réponses qui sont corrélées. Une réponse technologique, il y a des automatisations à mettre en place, de la remontée de données fournisseurs, de la collecte des mandats. On a parlé tout à l'heure du mapping des factures, de scan OCR qui permettent de justement rentrer les bonnes données au bon endroit. Et tout ça, on l'a peu évoqué pour l'instant, il faut les centraliser sur une plateforme unique. Donc, on a par exemple une plateforme Adviseo qu'on édite et qui permet de centraliser l'ensemble des données qu'on aura collectées. Que ce soit Adviseo ou une autre plateforme ou d'autres outils, ce qui nous semble essentiel, c'est que cette collecte soit centralisée sur un outil de pilotage qui vous permette de ne pas jongler avec des fichiers ou des outils disparates. Et ensuite, on est vraiment très attaché à insister sur ce point-là. Soyez conscients que la technologie, que les outils, que l'automatisation ne peut pas tout faire et que le regard d'un énergéticien, de plusieurs énergéticiens, est essentiel pour plusieurs raisons, parce qu'il y a la connaissance métier, parce que, et ça c'est vrai que d'avoir un regard externe, ça peut aider là-dessus. On a des référentiels de comparaison vis-à-vis d'autres consommations, d'autres parcs de patrimoine qui peuvent être sur des collectivités, sur des entreprises, qui permettent de rapidement mettre l'œil sur les dérives, sur les erreurs, pour aller bien qualifier la donnée. Et on le verra juste après, il y a une synergie entre data science et energy management qui est essentielle à mettre en place. Voilà, c'est vraiment ce bon équilibre entre ces 2 dimensions qui nous paraît importante. Et je vais laisser la parole à Gaël pour justement insister sur la notion de fiabilité et de cohérence des données dans le temps. Très bien, merci Xavier. Oui, tout à fait. Donc, comme on a vu, une fois qu'on a capté la donnée, l'objectif est derrière de venir la fiabiliser et de s'assurer en fait que la donnée qu'on a peut être utilisée correctement. Donc en effet, c'est exactement ça. Pour répondre à ce problème, à ces problèmes-là, il y a ce besoin, ou en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on prône, cette synergie entre la data science et l'energy management, qui sont bien complémentaires et non pas souvent qu'on peut voir décorrélés, mais c'est vraiment bien une synergie entre les deux parce que les deux ont leur rôle spécifique qui permettent en fait vraiment d'être le plus efficace possible. Donc, la data science va vraiment amener ce côté outil qui permet de
de traiter beaucoup de données, d'avoir un volume très intéressant, très rapide. Et l'Energy Manager, lui, est vraiment là pour amener sa vision terrain, pour amener son expertise et en fait confronter ces données qui sont remontées et analysées par la data science et s'assurer derrière, in fine, de la cohérence et pouvoir venir traiter, en fait, le cas échéant, les problématiques et notamment les cas particuliers. Donc, en fait, c'est vraiment la synergie. Ah, je crois qu'on a un souci, Xavier. Oui, attends, laisse-moi la main, je vais revenir sur le… Vas-y. Voilà. Hop, merci. Donc, c'est vraiment la synergie de l'Energy Manager et de la data science qui permet vraiment une fiabilisation, une centralisation de la donnée. Bien sûr, un gain de temps, parce que c'est le but, c'est de pouvoir changer d'échelle et aller sur des parcs de plus en plus gros pour répondre aux obligations. Et, in fine, c'est vraiment arriver à une référence fiable optimisée sur des données qui ont été fiabilisées pour créer les fondations solides, en fait, d'une stratégie d'investissement. Donc, un exemple d'importance de cohérence de données. Donc là, on a deux sources de données qui nous amènent une vision de consommation énergétique d'un même point de livraison, qui est la donnée GRDF d'un distributeur, donc du distributeur d'énergie, et la donnée d'un fournisseur d'énergie, ici Engie pour ne pas le citer. Et en gros, ce qu'on a, c'est qu'on voit par les deux méthodes de récupération de la même donnée, donc par exemple, entre la donnée facturante récupérée sur le portail fournisseur de GRDF et une extraction de données facturées sur le portail client, pour le même laps de temps et le même point de livraison, on arrive à un écart de 42%. Donc là, en fait, l'aspect data science va nous permettre de collecter cette donnée, de la centraliser exactement. Et là, l'Energy Manager, son travail, lui, c'est de venir repérer cet écart qui va être mis en valeur et en fait de venir comprendre pourquoi il est eu. Là, si on fait le cheminement, globalement, c'est qu'en fait, il y a eu un problème dans l'extraction de la donnée sur le portail client-fournisseur, alors que la facture était bonne. C'est-à-dire que votre fournisseur d'énergie vous envoie une bonne facture, pas de problème, tout est correct, mais l'extraction de la donnée sur son portail, lui, a une erreur. Et là, l'objectif déjà est de se dire, bon, j'ai vu mon erreur, je l'ai identifiée, je la comprends. Qu'est-ce que je choisis? Typiquement, là, dans le cadre du décrétaire, bon, on vous dira de choisir celle qui est la plus consommatrice parce que forcément, vous aurez moins d'efforts à faire quand vous aurez corrigé le problème d'acquisition de données, par exemple. Mais c'est surtout, en fait, l'importance, on voit, c'est d'avoir cette multitude de sources de données qui permet bien de les croiser et donc, in fine, de se dire, plus on a de données, plus on a de potentiel de levier et surtout de prise de décision, en fait. Et analyser cette donnée, c'est bien garder la maîtrise sur sa stratégie in fine. C'est ça qui est important. Ah, je crois que ça recommence. Pas de problème. Je reviens dessus. Donc, une fois qu'on a fiabilisé la donnée, bien sûr, on arrive à l'objectif final qui est comment choisir son année de référence. Donc, le choix de l'année de référence se fait dans le cadre du choix d'un objectif en valeur relative. Et là, donc, le choix d'une année de référence, c'est bien une année, ça correspond à une consommation d'énergie finale facturée sur 12 mois consécutifs à partir de 2010, corrélée à des facteurs d'influence, notamment la rigueur climatique, qui permettent en fait de normaliser la consommation en fonction du climat et donc techniquement du besoin énergétique du bâtiment. Donc, l'année de référence retenue est bien le point de départ pour quantifier les économies et valider l'atteinte de l'objectif réglementaire. Un exemple de choix de l'année de référence, un exemple concret. Donc, on a un bâtiment de bureau en Île-de-France. On a sur ce bâtiment, on a réussi à récupérer une donnée historique de consommation mensuelle de janvier 2016 à décembre 2019. Et là, donc, pour choisir l'année de référence, concrètement, on pourrait se dire, je vais regarder mes 12 mois consécutifs les plus consommateurs et je vais regarder mes 12 mois consécutifs les plus consommateurs, donc, qui sont la méthode 1, qui me donne une consommation non corrigée au climat à peu près de 282 kWh. Et puis, je vais la corriger au climat, ce qui me donne ma consommation de référence, CREF, de 280 kWh.
Si, à l'inverse, je prends mon historique de consommation, que je corrèle l'ensemble de mon historique de consommation au climat, et que je prends mes 12 mois de consommation les plus élevés corrigés au climat, là, je vais avoir une consommation de référence de 284 kWh. Soit, dans la méthode 1, un écart par rapport à la référence de 36%, soit dans la consommation 2, un écart à la référence de 37%. Ce qui est important là de se dire, c'est que du coup, en fait, la méthodologie de calcul pour sélectionner l'année de référence a un réel impact sur le choix, in fine, de notre stratégie, parce que là, on parle d'un bâtiment, mais quand on a un patrimoine de 100 bâtiments, eh bien, ce pourcentage de différence, en fait, on va l'avoir sur les 100 bâtiments. Je viens de voir passer une question, qu'est-ce que corriger au climat? Donc, en fait, la correction au climat est comparer la consommation de notre bâtiment à une valeur, une valeur climatique qui, en fait, qui définit le besoin en fonction de la rigueur climatique. Typiquement, on a deux grands facteurs qui permettent de définir ce besoin énergétique en fonction de la rigueur climatique, qui sont des JU qui permettent en gros de dire il fait froid dehors, j'ai besoin d'avoir tant de quantité d'énergie dans mon bâtiment pour pouvoir chauffer mon bâtiment à un confort minimal. Et on a le même facteur pour l'été qui sont les DJF en gros, qui permettent de connaître le besoin énergétique de mon bâtiment pour le maintenir à une température de confort durant l'été en fonction du climat. Voilà, donc là, globalement, c'est l'important à retenir ici. Il y a bien une méthodologie à mettre en œuvre pour venir calculer cette année de référence et bien une notion, en fait, donc du coup, d'itération et de calcul. Merci Gaël. Je pense qu'on peut prendre un petit moment, parce que je vois qu'on a beaucoup de questions. Donc ce que je vous propose, c'est de les regrouper et d'essayer de répondre un maximum. Et si on en a oublié, évidemment, n'hésitez pas à nous les soumettre après le webinaire. Et en fin de webinaire, on aura aussi un moment consacré pour ça. J'ai regroupé des questions sur l'année de référence, notamment plusieurs tournées autour de est-ce que l'année de référence à choisir est la même pour tous les bâtiments? Non, c'est un des éléments essentiels de la stratégie d'ailleurs, c'est que la définition de l'année de référence se fait bâtiment par bâtiment. Et comme vient de le montrer Gaël, en fonction des consommations ajustées à la rigueur climatique que vous avez sur chacune des bâtiments et l'historique que vous avez, vous allez bah, avoir des années de référence qui sans doute vont pas toujours être les mêmes. Ensuite, il y avait une question sur le périmètre, sur la définition de l'année de référence entre propriétaire et locataire. Ce que dit le décret là-dessus, c'est que les deux sont assujettis, les deux peuvent choisir une année de référence. Le décret botte un peu en touche sur la responsabilité. Simplement, il conseille d'avoir une année de référence commune. C'est de l'ordre du conseil, ce n'est pas imposé. Pour l'instant, dans les textes, c'est ainsi que c'est libellé. Je regarde en même temps. Donc, il y a une question très précise sur est-ce que les données issues des compteurs de calories en sous-station de bâtiment sont valables même s'ils ne font pas l'objet d'une facturation? Oui, c'est tout à fait le cas. Et la question sur l'assujettissement, si vous êtes locataire d'un bâtiment, donc locataire d'une surface de 500 mètres carrés dans un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, la réponse est oui. Vous êtes assujetti, c'est la surface tertiaire du bâtiment qui fait foi et non pas la surface que vous louez. Ouais, je pense qu'on a répondu sur le choix de l'année de référence. Et après, c'est évidemment chaque Je vois fois. juste, Xavier, une question qui est un peu liée, que je prends, qui était comment connaître comment avoir accès à ces données météorologiques. Oui. Pour le coup, là aussi, en effet, ce sont des données payantes. En fait, il faut avoir du coup les informations, les données donc, de ces DJU et de ces DJF données par Météo France à l'échelle décennale, donc de 2010 à 2020 et de manière mensuelle. Partout en France, si vous avez des sites partout en France, parce que forcément, le bâtiment doit être associé à une station météo la plus proche dans son périmètre géographique. Donc oui, c'est des données à aller chercher et surtout à bien faire gaffe sur la sélection de ces données. Nous, on conseille vraiment les données Météo France pour le coup, qui sont vraiment forts. Et enfin, et après, on enchaînera et n'hésitez pas à nous remettre les questions si jamais on en a raté. Il y a une question sur l'hypothèse d'une construction d'un bâtiment en 2029. Et la question est légitime, c'est est-ce qu'il faudra que je fasse 40% entre la construction et 2030? C'est là où déjà, il y a deux choses. Il y a des réglementations qui sont différentes sur les bâtiments en construction et assez contraignantes sur le plan énergétique. Et là, ce que vous allez regarder, si vous avez un bâtiment qui est construit tardivement par rapport à l'échéance de l'objectif du décret, c'est plutôt la valeur absolue.
Donc, c'est au lieu de comparer la performance de votre bâtiment à une année de référence qui, pour le coup, n'existerait pas, vous allez avoir des valeurs absolues qui ne sont pas encore définies, des bâtiments étalons par activité qui sont en train d'être définis par le législateur et qui vous permettront de vous caler par rapport aux objectifs du décret. Voilà, on va enchaîner et après on reviendra éventuellement sur les questions qu'on aurait ratées. Alors, 2 exemples qu'on a voulu vous donner pour illustrer cette phase de collecte des données et pour vous montrer aussi la variété des enjeux et des difficultés qu'on peut avoir en fonction des bâtiments et en fonction des clients. Alors d'abord, on a pris l'exemple d'une grande foncière immobilière qu'on accompagne depuis quelques mois maintenant. Donc, vous avez le périmètre qui est concerné. On a 1200 points de livraison, un peu plus d'1 million de mètres carrés. Et là, les problématiques qui ont été importantes sur ce projet et qui ont été évoquées dans quelques questions, c'est la problématique d'acquisition de données auprès des locataires, notamment. Et donc, on a mis en place, il y avait une question là-dessus tout à l'heure, ça me permet d'y répondre sur qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour aider dans la collecte de mandats auprès des locataires pour aller chercher les consommations d'énergie. On va aider sur la communication sur les clients qui ont ces problématiques-là déjà, sur les outils qui vont permettre de récupérer les PDL et sur le fait d'avoir des mandats électroniques qui vont permettre d'éviter toute une partie administrative et papier qui prend beaucoup de temps. Voilà, donc, c'est vraiment de l'automatisation et du gain de temps dans toutes ces tâches et une partie de communication également. Voilà, donc je l'ai souligné dans les solutions, il y a cette collecte automatique des mandats. Il y a aussi eu, dans le cadre de ce projet, une collecte automatisée des consommations énergétiques auprès des distributeurs, auprès des fournisseurs, Gaëlle l'a rappelé tout à l'heure, qu'on a centralisé sur une plateforme de pilotage énergétique unique. Et en résultat, sur la partie purement collecte, pour l'instant, puisque c'est le thème, on a pu collecter 800 PDL en 8 mois. C'est pour vous montrer que c'est un travail important. On ne veut pas déguiser les chiffres. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les PDL, et notamment du fait de ce périmètre entre locataires et propriétaires qui donne pas mal de difficultés là-dessus. Et donc, en 8 mois, 800 PDL, c'est déjà une tâche qui est importante. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Et ensuite, dans la manière de les fiabiliser, ces données, il y a aussi un temps incompressible qu'il faut considérer. Un deuxième cas qui est, on a pas mal et on est content d'avoir pas mal de collectivités qui participent à ce webinaire aujourd'hui. On vous a pris l'exemple d'une grande région qu'on accompagne sur le management de l'énergie et on a eu une phase de collecte des données qui a été prépondérante dans ce projet. Là, les problématiques principales étaient assez différentes. Par exemple, on avait une télérelève qui était quasiment complètement inaccessible. C'est-à-dire qu'une des parties importantes du travail, ça a été déjà de récupérer les données distributeurs, d'intégrer l'ensemble des factures pour éviter aux clients de continuer à travailler avec des fichiers Excel très disparates et d'agglomérer toutes ces données. Et ensuite, dans la diversité du patrimoine, contrairement à une foncière immobilière qui peut avoir des bâtiments qui se ressemblent dans la typologie, sur une collectivité, comme vous le savez, vous pouvez avoir un gymnase comme une bibliothèque, comme des bâtiments municipaux, des écoles, etc., des collèges, des lycées. Donc, sur la région, notamment pas mal de collèges. Et ça crée des difficultés, parfois aussi liées à la géographie de ces emplacements, puisque dans le cas de certains contrats fournisseurs sur des plus petits fournisseurs, c'est beaucoup plus difficile de digitaliser la donnée. Et donc, il faut trouver des moyens de contournement pour aller la chercher. On a été aussi confronté au contrat payant dont on parlait tout à l'heure, où il a fallu aller discuter avec le mainteneur, avec l'AMO, pour estimer des données de consommation en fonction de ce qu'on avait comme élément. Voilà, tout ça est un cheminement qui demande vraiment un travail de fourmi, encore une fois, qu'il ne faut pas négliger. Ça nous a permis tout ça, d'avoir en 4 mois l'ensemble des données remontées, donc sur la base des données chiffrées qu'on vous a placées en haut. Et aussi, dernier point qu'on n'a pas évoqué, qui fera la transition avec la suite, la vertu d'une bonne phase de collecte des données, si elle est bien réalisée, c'est que vous allez avoir des gains rapides, économiques, notamment, qui peuvent être facilement identifiés. Là, typiquement sur cette région, le fait d'avoir remonté toutes les données nous ont permis notamment d'optimiser les contrats d'acheminement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 150 000 € d'économisés dans les premières semaines qui ont suivi l'identification de ces optimisations-là. 150 000 € potentiels, parce que derrière, il s'agit d'aller
évidemment dimensionner le contrat en fonction des éléments qu'on a identifiés sur la plateforme. Négocier les puissances souscrites, du coup. Exactement. Voilà, et on est arrivé au bout de la phase de collecte des données. Ce qu'on voulait vous mettre aussi en évidence aujourd'hui, c'est cette phase de collecte de données, elle peut servir de fondation, mais malheureusement, ce n'est pas le plus difficile. Le vrai travail commence après, il est durable et c'est l'atteinte d'objectifs de réduction de consommation d'énergie. Et donc, on a voulu vous donner, on pourrait faire beaucoup de webinaires sur ce thème-là. Donc, évidemment, on ne rentrera pas dans les détails de l'ensemble, mais on a voulu vous donner des directions sur les méthodologies qui nous gouvernent aujourd'hui chez Adviseo pour les projets qu'on mène. Voilà, donc là, on est dans cette séquence-là. On a estimé que vous étiez préparés, que vous aviez anticipé par rapport à tous les éléments qu'on s'est dit qui vont résulter dans la première échéance de déclaration sur Opérate avec les bons choix de référentiel. On n'assistera jamais trop là-dessus. Ce qui va vous permettre d'engager une stratégie énergétique qu'on conseille progressive. Gaël va y revenir. Donc avec d'abord une analyse qui va être importante, notamment dans le cadre de patrimoine important en termes de nombre de bâtiments. Il va falloir savoir où prioriser vos actions. Donc il y a un enjeu d'identification des priorisations qui est important pour ensuite aller mettre en place les actions, s'assurer du suivi de ces actions et animer cette performance en continu. Et je vais laisser la parole à Gaël justement sur la stratégie qu'on recommande sur ces dimensions-là. Merci Xavier. Donc du coup, oui, en effet, on parle bien de stratégie énergétique progressive. Progressive pourquoi? Parce que pour nous, il est essentiel avec le décret tertiaire et donc ces nouveaux enjeux et objectifs qui sont quand même très conséquents, de vraiment prendre le temps d'identifier tous les impacts que ça va avoir et de pouvoir au mieux les quantifier pour justement les optimiser. Je m'explique progressif pourquoi. Parce que typiquement, on est déjà dans un flou réglementaire à l'heure actuelle qui est que le décret tertiaire n'avait pas été finalisé. On n'a pas tous les textes de loi et tous les textes applicatifs en fait liés à ce décret tertiaire. Donc, on n'a pas toutes les cartes en main maintenant pour pouvoir définir une stratégie avec des éléments finis. Dans un flou aussi politique en soi qui est, on l'a vu, on vient de passer une année de pandémie de Covid-19. Cette pandémie a eu un réel impact sur le changement d'utilisation des bâtiments et donc de plus en plus de questions se posent autour de la stratégie patrimoniale qui est, on voit par exemple l'émergence du télétravail, on voit l'émergence. Donc, quel va être l'avenir en fait des bâtiments et l'utilisation de ces bâtiments avec typiquement des causes et des problèmes comme des pandémies de Covid. Donc, ça demande vraiment cet aspect de progression. Et le deuxième point, c'est aussi s'intégrer dans une démarche déjà existante. Progressif parce qu'il faut s'intégrer dans une démarche existante. La plupart d'entre vous, la plupart des institutions ou même des parties prenantes ont déjà une démarche de stratégie sur leur parc et l'objectif est de ne pas casser cette stratégie déjà existante, mais bien en fait de réorienter la stratégie existante pour atteindre les objectifs définis au décret tertiaire, qui en effet forcément vont avoir un impact et vont amener des changements. Donc nous en fait, vraiment ce qu'on met en avant, c'est avancer étape par étape et prendre le temps vraiment de comprendre de ce qui nous est demandé pour atteindre des objectifs, mais surtout atteindre les objectifs de manière la plus optimisée et la moins impactante pour vos sociétés. Donc, on a décomposé un peu cette stratégie énergétique pour être un peu plus concret en deux parties. Ah, Xavier, désolé, c'est les aléas du direct. Vas-y, tu peux reprendre d'abord. Donc, comme je dis, on a décomposé vraiment cette stratégie en deux grandes phases. La première, qui est à peu près sur 2 ans, une connaissance du patrimoine et une mise en œuvre de bonnes pratiques sur le terrain, qui va permettre de définir en fait la performance du parc et l'atteinte de sa consommation, mais intrinsèque. On y reviendra un peu plus tard sur cette définition. Et donc, du coup, sur ces premières années, bien sûr, on est d'abord sur cette échéance de dépôt de l'année de référence demandée par le décret tertiaire en septembre 2021. Donc, pour ça, on l'a vu, capter la donnée de consommation, venir renseigner les données patrimoniales, établir les équations de référence et déjà quantifier les écarts à l'objectif.
Donc, à partir de septembre 2021, déjà, on aura une photo, on aura déjà une idée de quels sont les efforts nécessaires à fournir pour aller atteindre ces objectifs. Nous, là, on revient dessus, ce qu'on préconise, c'est vraiment à ce moment-là se dire, OK, on va y aller étape par étape et pas forcément se lancer directement dans une stratégie de grande rénovation ou de grand financement à grande échelle, mais bien mettre en œuvre d'abord ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire le minimum d'efforts avec le minimum d'investissement et au fur et à mesure, itérer sur cette solution. Donc, en gros, en 2022, concrètement, on met en place de l'énergie de management. C'est de la prise de connaissance du patrimoine au sens du décret tertiaire. C'est-à-dire que, bien sûr, vous connaissez votre patrimoine, mais là, c'est connaître son patrimoine au sens du décret tertiaire. Nous, donc, un accompagnement à la maîtrise énergétique des sites, bien sûr, les travaux qui sont prévus déjà, réaliser ces travaux-là. Et à la fin de l'année, une fois qu'on a bien cadré le management d'énergie, refaire un nouvel écart à la référence. Donc déjà, on aura diminué ces efforts à faire. La troisième année, on peut commencer à aller, quand nos bâtiments sont mieux réglés, sur du petit investissement qui nous permet d'augmenter en fait cette possibilité de venir réduire la consommation des bâtiments, notamment avec actuellement l'opportunité de financement lié au C2E. Donc, pareil, mise en place de travaux aussi prévus. On va sur du petit invest pour nous permettre encore de mieux manager nos bâtiments. Une fois qu'on a fait ça, on refait un nouvel écart à la référence. Et là, en gros, on estime qu'on peut partir sur une vraie stratégie patrimoniale, une vraie roadmap énergétique qui définit une stratégie d'investissement avec la vision 2030, mais aussi déjà avec la vision 2040 et 2050. Et bien entendu, cette stratégie d'investissement doit être intégrée à la politique patrimoniale. L'objectif, c'est que là, encore une fois, chaque année, on fasse bien cette nouvelle écart à la référence. Donc, une fois qu'on a défini notre stratégie patrimoniale, on va faire les travaux avec les dossiers de modulation technique, les travaux de réhabilitation énergétique, le remplacement des équipements, encore une fois, un nouvel écart à la référence. Et puis, 2026, les modulations, dépôt des dossiers de modulation, travaux de réhabilitation énergétique, remplacement des équipements. Et enfin, 2030, le dépôt des modulations d'usage 2030, récupération du certificat de conformité sur le patrimoine. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer, c'est cet aspect d'avancer étape par étape et surtout, en fait, de ne pas se lancer dans de la priorisation à grande échelle, enfin, dans des efforts vraiment directs, mais y aller petit à petit, en place d'abord des quick wins et ensuite on va progressivement vers une vraie stratégie d'investissement qui là, en fait, seront les derniers efforts. Cet investissement doit venir porter les derniers efforts pour atteindre les objectifs de 2030 et puis après 2040 et 2050. Donc, les leviers d'action, en gros, sur les bâtiments, on les a un peu définis, là, on les matérialise. On a bien sûr le management de l'énergie, l'exploitation des équipements qui passe par une notion de terrain qui est une possibilité de pilotage du bâtiment et donc de connaissance un peu de bien sûr, où va l'énergie dans ce bâtiment. De la sensibilisation des occupants, on l'a dit, le décret tertiaire, c'est aussi vraiment une stratégie à l'échelle de l'ensemble des parties prenantes du bâtiment qui sont forcément des parties prenantes de la consommation énergétique. Donc, il ne faut vraiment pas voir le décret tertiaire comme quelque chose qu'on fait dans son coin, mais vraiment une ouverture à l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, derrière cette sensibilisation aussi des occupants, il y a une vraie notion de sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la stratégie de management de l'énergie sur notre patrimoine. Beaucoup d'acteurs gravitent autour de l'énergie et il faut vraiment avoir une sensibilisation de tous ces acteurs et une ligne directrice qui permette vraiment de mettre tous ces acteurs sur la réussite de ces objectifs. Ensuite, on va bien entendu sur du plus gros travaux, des travaux au niveau du bâti et de l'enveloppe du bâtiment. Toujours dans un premier temps, dans le principe, faire des travaux de rénovation à l'échelle du bâti qui permet en fait de réduire son besoin et puis dans un second temps aller vers l'installation d'équipements plus performants qui seront adaptés aux nouveaux besoins qu'on a définis. Donc là, un cas un peu plus concret en fait de cette analyse de performance à l'échelle d'un parc. Donc là, on a un exemple de cartographie de performance de parc. C'est le cas d'une collectivité. Globalement, donc c'est ce qu'on se dit en fait. Une fois qu'on a créé nos références, une fois qu'on a identifié
nos bâtiments. Le but, c'est de les comparer entre eux pour pouvoir venir prioriser nos efforts. C'est bien ce qu'on s'est dit, il faut prioriser nos efforts. Donc là, deux notions importantes, deux notions intéressantes que permettent de montrer cette cartographie. Dans un premier temps, la fiabilisation des données. Typiquement, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, que je prenne mes données de consommation énergétique de Engie ou mes données de consommation de GRDF, en fait, typiquement, par exemple, mon ID 99, mon bâtiment ID 99, il se retrouvera dans le rouge ou il peut se retrouver dans le jaune, dans le bleu ou dans le bleu clair. Parce que forcément, ma donnée ne va pas être la bonne. Et donc, je vais mal prioriser mes actions et mes efforts sur des données qui ne sont pas fiables. Donc là, vraiment, on voit l'importance en fait, de cette fiabilisation de données. Et deuxièmement, on est vraiment dans ce cas de se dire, si direct, dès la première année, je commence à cartographier mes besoins et je vais sur des travaux, j'oublie cette notion de consommation donc, intrinsèque qui est la différence en fait, entre ce que consomment mes bâtiments maintenant et ce qu'ils devraient consommer. Donc, on a bien un gain énergétique à aller chercher en limitant le gaspillage, en faisant fonctionner le bâtiment de manière plus efficiente. Et forcément, cette mise en œuvre-là et ce changement de consommation intrinsèque du bâtiment va amener un changement de cartographie de mon bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de d'abord faire fonctionner correctement ces bâtiments et ensuite de partir sur de la stratégie d'investissement à grande échelle. Parce que du coup, la cartographie va changer et donc les efforts que je vais devoir mener sur chaque bâtiment pour aller atteindre mon objectif va être différent. La dernière chose, il est bien cette réflexion d'avoir, on regarde le bâtiment à l'échelle, bien sûr, du bâtiment, de manière un peu plus micro, mais à l'échelle du parc, de manière macro, parce que le décret est bien une vision macroscopique du parc et permet donc de compenser les performances des actifs entre eux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire un benchmarking sur son parc parce que, en fait, on va se dire, on va mettre des efforts d'un côté. C'est pas grave si on ne les met pas de l'autre parce que les efforts qu'on va mettre de ce côté-là vont permettre de les compenser. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et pour finir, du coup, donc la mise en place, bien sûr, d'un système de management de l'énergie, c'est bien sûr, ça passe par de l'animation de la performance. Ce n'est pas quelque chose de statique, mais de dynamique. Donc, on est obligé, bien sûr, d'animer ce système de management de l'énergie. Et surtout, de le suivre dans le temps, ce qui est très, très important parce qu'une consommation atteinte à un jour J n'est pas pérenne forcément dans le temps et on est obligé d'être dans ce système d'amélioration continue qui est bien de quantifier, de suivre la performance et derrière de mettre un plan d'action et de l'animer pour faire la correction et donc d'aller toujours sur de la performance accrue. Et là, on a bien aussi on peut remettre un peu en parallèle cette synergie entre l'outil qui est la plateforme et l'humain, parce que l'outil va permettre de faire ce suivi, notamment avec des alertes et aussi donc, de la vision de performance. Et bien l'humain derrière qui, lui, va définir les plans d'action et va venir animer tous ces plans d'action pour animer la performance du parc. Merci Gaël. Il nous reste quelques minutes et après, je voudrais qu'on garde un petit moment pour pouvoir répondre aux questions. On a voulu vous mettre en évidence des cas d'usage. Évidemment, on pourra vous en parler plus longuement si vous nous exposez vos projets spécifiques. Ce qu'on voulait mettre en évidence sur ces deux cas d'usage qu'on va vous présenter, et ça correspond à ce que disait Gaël, il y a vraiment une étape avant travaux avec des investissements qui peuvent être mesurés, d'économie d'énergie assez significative à aller chercher avec une démarche d'énergie management et de suivi énergétique avec une bonne animation de la performance, avec des données fiables. Donc, ces étapes-là, il ne faut surtout pas les négliger parce que c'est des investissements en moins que vous aurez à consentir sur la partie travaux qui, évidemment, sera nécessaire, et on n'est surtout pas en train de dire l'inverse, pour aller chercher les 40% et a fortiori 60% d'ici 2050. Donc là, vous avez un cas c'est un de nos clients historiques, un réseau de maisons de retraite, d'EHPAD, qu'on accompagne sur l'ensemble de la stratégie du management de l'énergie, de la collecte des données à l'animation. Et sur ce cas-là, ça a été essentiel parce que ce sont des établissements qui sont très hétérogènes dans leur typologie, avec des mainteneurs qui sont très souvent différents selon chaque bâtiment, avec des directeurs d'établissement qui ont chacun un niveau d'autonomie particulier. Donc, la conduite de la performance et de l'animation de la performance
sur un parc de ce type demande beaucoup d'accompagnement humain. Voilà. Et les données nous servent à gagner du temps, mais on a cet accompagnement humain qui a été prépondérant pour aller chercher les économies d'énergie qu'on vous présente ici. Un deuxième cas sur des bâtiments tertiaires, donc en l'occurrence un parc sur une foncière immobilière, où là, vous voyez que les économies d'énergie qu'on a pu générer sont plus conséquentes. Les freins n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et ce qui est intéressant de préciser là-dessus pour faire le lien avec la suite de la stratégie, c'est que sur ces clients qu'on accompagne depuis 2, 3 ans, voire 4 ans pour certains, on arrive dans la phase, et ça correspond au schéma qu'indiquait Gaël tout à l'heure, où on commence à regarder, voilà, on a mis vos bâtiments au niveau de performance où ils devraient être, grâce à un suivi du management de l'énergie qui est rigoureux. Maintenant, on vous conseille sur les investissements à prioriser, d'abord dans le remplacement d'équipements, dans des travaux plus conséquents qui vont nous permettre d'aller chercher les objectifs plus ambitieux de 2030. Voilà, pour conclure, et après on reviendra sur vos questions, 3 conseils qui résument ce qu'on s'est dit. Il y a collecte des données et collecte des données. Ça concerne la première partie de notre présentation. Vous l'aurez compris, la collecte des données, elle peut être faite de plusieurs manières. Les données qui sont acceptées sont diverses. On ne saura trop mettre en exergue le fait que le choix de la référence, la fiabilité de vos données, la qualification de ces données sont absolument prépondérantes pour la suite de votre stratégie parce que ça en constitue les fondations. Donc, si vous voulez ne pas perdre la maîtrise de votre stratégie énergétique, c'est assez essentiel d'avoir une phase de collecte des données qui soit bien pensée. Ça ne veut pas dire exhaustive. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Il faut qu'elle soit fiable, mais pas forcément exhaustive. Il faut aller chercher les bonnes informations et les quantifier, les fiabiliser. Ensuite, Gaël, on a parlé tout à l'heure, ne vous précipitez pas. Ça peut paraître paradoxal parce que on sait que vous avez des enjeux court terme qui sont importants. Il y a des échéances qui sont courtes sur notamment l'étape déclarative. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une zone d'incertitude dans le calendrier du décret, dans des textes qui ne sont pas encore parus, notamment qui vont vous orienter entre la valeur absolue, la valeur relative, sur les efforts que vous allez devoir mettre sur vos bâtiments. Et ensuite, ça veut aussi dire ne vous précipitez pas dans des travaux conséquents en vous disant que l'objectif à atteindre, effectivement, c'est vrai, il est ambitieux, mais se lancer dans des travaux sans avoir fait la phase préalable qu'on vous a exposée de management de l'énergie avec des investissements plus limités et plus raisonnés peut vous conduire à faire des surinvestissements ou à investir à des mauvais endroits. Voilà, et il y a aussi une autre composante, c'est qu'on en a peu parlé, mais avec le plan de relance gouvernemental, il y a des nouveaux dispositifs d'aide, de financement qui vont très probablement arriver dans les prochains mois, qui vont être forcément des composantes à considérer dans justement votre politique d'investissement. Et enfin, suivre et animer la performance. Ça, c'est pour éviter le principe de faire beaucoup d'efforts à un instant T, et ensuite devoir les refaire parce que vous avez des dérives mécaniques sur les bâtiments qu'il faut absolument éviter avec un pilotage fin et un energy management sur la durée. Voilà, on a terminé. On est alors, juste dans les temps sur la présentation. On reprend les questions. Gaël, je te propose aussi de reprendre les questions pour être sûr qu'on n'en rate pas. Il y avait pas mal de questions sur les années de référence auxquelles on a déjà répondu. Une salle de cours dans un espace de formation technique est-elle assujettie? Oui, complètement. Ça ne fait pas partie des exclusions dans le cadre du décret tertiaire. Les bureaux situés sur des sites industriels à plusieurs endroits parfois sont-ils concernés? Oui, également. Oui, tout à fait. Ça fait partie de ce qu'on disait. Il faut vraiment pouvoir identifier et isoler la surface de plancher que vous avez sur la partie tertiaire de vos sites industriels. Et en ce moment, on accompagne, y compris un certain nombre d'industriels sur ces questions-là, justement. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur l'historique et ça rejoint la difficulté qu'on avait exposée finalement sur la difficulté d'accès. J'ai vu une question tout à l'heure aussi sur le fait que vous n'aviez pas de compteur disponible. Là, c'est les solutions de contournement qu'on a exposées qui vont devenir prépondérantes. C'est est-ce que vous avez des factures, qu'elles soient digitales ou papier, à disposition, et il va falloir mettre en place des solutions
pour intégrer d'une manière ou d'une autre ces données. Et donc, va clairement se poser la question des outils qui vont vous permettre de gagner du temps dans cette collecte d'un historique qui va être de fait plus compliqué, effectivement. Est-ce que les données issues de GRDF sont les plus fiables par rapport à celles du fournisseur? Gaël, je peux peut-être te laisser répondre à cette question. Alors, pour cette question, en gros, globalement, le distributeur d'énergie qui est GRDF, en fait, est bien celui qui a la charge, en gros, de donner les informations de consommation au fournisseur d'énergie qui va émettre sa facture avec. Donc, techniquement, les données de consommation du distributeur d'énergie sont plus fiables font référence en tout cas par rapport aux données de consommation du fournisseur. C'est souvent pour ça d'ailleurs que vous avez des rattrapages de consommation de la part de vos fournisseurs. C'est parce que du coup, ils se réalignent sur les données en fait émises par le distributeur. Voilà, donc typiquement, oui, nous, on préfère utiliser en priorité les données distributeurs. Xavier? Xavier? Alors, j'ai l'impression que Xavier a eu un petit souci de connexion. Pour continuer un peu sur les questions, j'avais pas. Donc, du coup, comment choisir son année de référence? On en a discuté. Je redescends un peu plus loin dans les questions. Je vois une question, ne faut-il pas prendre une année civile en référence? Donc non, en effet, vous n'avez pas du tout besoin de prendre une année civile. Comme on l'a dit, 12 mois consécutifs de consommation font une année, en fait. Donc, ce n'est pas du tout basé sur le calendrier civil. Si je continue dans le... Je lis les questions en même temps, du coup c'est pour ça que ça prend. Pouvez-vous donner des ordres d'idées du coup de la phase de collecte de données? Xavier? Oui, navré, un petit souci. On va au bureau pour ne pas avoir de soucis techniques, évidemment. Je continuais sur les questions, du coup, j'en étais à la question, pouvez-vous donner des ordres d'idées du coup de la phase et de collecte des données? Oui. Donc là, globalement, en gros, nous, on a l'habitude en fait de mettre en place ce qu'on appelle l'IPMVP, qui est un protocole en fait de management d'énergie qui permet de mettre une méthodologie de quantification d'écart par rapport à une référence. C'est dans notre ADN. Et en fait, ce protocole aussi permet surtout de définir un coût maximal à mettre en œuvre pour venir remonter de la donnée. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez remonter de la donnée et la question est, plus on va vouloir remonter de données et plus on va avoir de la donnée qui est très précise, plus ça va coûter cher. Donc, l'objectif, en fait, du coût de remontée de la donnée est vraiment de trouver un équilibre entre la donnée nécessaire et sa qualité et le coût qu'on va mettre en œuvre. Nous, à peu près d'expérience, globalement, le coût de la phase de collecte de données est aux alentours de 1 ou 2% de la facture énergétique. C'est ça, Xavier, si… Oui, c'est toujours des grands équilibres qui ne sont pas évidents à donner, mais on a tendance à parler d'1% de la facture. Et en fait, ce qu'on a tendance à dire, c'est en dessous, un coût très faible, il faut sans doute vous en préoccuper, parce que comme on l'a vu, il y a quand même beaucoup de travail. Et ce travail, c'est du temps d'analyse, de fiabilisation des données. Donc, il faut quand même se méfier de coûts qui peuvent être trop faibles sur cette phase de collecte de données. Et de l'autre côté, ne pas vouloir être trop exhaustif et vraiment avoir en tête la stratégie et les objectifs du décret quand vous êtes dans cette phase de collecte pour pas non plus surévaluer ce que ça représenterait en termes de coûts. Il faut trouver le juste équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce 1%, si on part de cette référence que ça vous coûte, vous avez 2 à 5% d'économies générables rapidement via des gains rapides qu'on a exposés tout à l'heure. Je pense notamment à l'optimisation des puissances souscrites qui peuvent vous permettre de rapidement rentabiliser cette phase de collecte, sans parler évidemment des vertus qu'on a exposées lors de ce webinaire sur la suite de la stratégie. Merci pour vos commentaires. Oui, on vous enverra effectivement le support de présentation
Et le replay de cette présentation, il y a eu d'autres questions en parallèle, beaucoup sur les périmètres. N'hésitez pas à nous solliciter, vous aurez les coordonnées dans le support, sur des questions spécifiques sur vos périmètres concernés, on pourrait y répondre. En l'occurrence, pour la question sur les locaux d'activité entrepôt, commerce, oui, oui, ils sont concernés par le décret tertiaire et assujettis. Sur l'année de référence aussi, pas mal de questions. N'hésitez pas à nous solliciter sur ces questions pour qu'on regarde les enjeux spécifiques que vous avez. Combien de temps pour l'outil de suivi des énergies, cette phase de collecte, d'analyse? On vous a montré 2 cas d'usage tout à l'heure. On a parlé de 4 mois pour le premier, 8 mois pour le second. Gaël, tu peux peut-être compléter ça? Je pense que ça serait trop ambitieux de se dire que ça prend moins de 3 mois sur des parcs bâtimentaires importants. Maintenant, ça dépend tellement du nombre de points de livraison et de la configuration que c'est assez difficile de répondre. Oui, complètement. En fait, c'est vraiment dépendant de… comme on l'a vu, l'objectif, c'est bien d'aller chercher 2 grandes données, la donnée patrimoniale donc pour les mètres carrés et la donnée de consommation énergétique pour les kilowattheures. Donc, en fait, ça dépend déjà de la connaissance, de votre propre connaissance de vos bâtiments et notamment donc, en termes de données patrimoniales. Est-ce que vous payez toutes les factures énergétiques sur les sites? Est-ce que vous avez beaucoup de locataires? Est-ce que vous avez déjà des très bonnes relations avec locataires? Est-ce que vous avez répertorié l'ensemble de vos fournisseurs d'énergie? Est-ce que vous avez déjà des flux de transmission? En fait, c'est vraiment dépendant de votre état d'avancement sur vos patrimoines par rapport aux objectifs qui sont demandés et donc à la méthodologie qu'on a fournie. Ceci, si on part de zéro, forcément, ça va être beaucoup plus de temps que si on est déjà avancé parce que vous avez déjà un système qui permet vraiment de quantifier, de collecter ces données. Voilà. Donc, c'est difficile de vraiment donner un temps d'expérience sur… il faut quand même, sur un parc de plus de 1000 points de livraison, il faut quand même bien 4 à 6 mois pour avoir une vision correcte de la donnée énergétique. Et il y a une question qui est intéressante, qui rejoint un petit peu les questions d'optimisation vis-à-vis du décret. Quand on est sur ce type de texte, on sait très bien qu'il y a des notions d'optimisation. Nous, on a préféré pas trop s'orienter sur ces questions de pure optimisation, dans le sens où notre métier, c'est de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. C'est pas d'optimiser de manière législative un texte, mais ces questions se posent. Et par exemple, le fait de réduire ces surfaces en mètres carrés d'ici 2030, est-ce que c'est entendable? En tout cas, c'est pris en compte tout à fait. C'est-à-dire que le décret tient bien compte du fait que votre périmètre assujetti va évoluer. Et c'est pour ça que quand on dit ne pas se précipiter, c'est aussi bien anticiper les évolutions du périmètre pour voir les effets que vont avoir aussi vos différents changements d'activité. On a parlé de nouveaux bâtiments, on peut avoir des bâtiments qui sont également retirés du compte. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont à intégrer dans votre stratégie. Il y avait une question sur est-ce qu'on est susceptible d'accompagner les clients sur les dispositifs de financement, et notamment dans le cadre de travaux. La réponse est oui. On arrive de plus en plus avec nos clients dans cette phase où les bâtiments sont mis au carré, pour parler vulgairement, à un niveau de performance qu'on pense être le bon et de sobriété. Et on conseille dans ces cas-là, nous-mêmes, on n'est pas organisme de financement, ce n'est pas notre spécialité. Par contre, on est capable de vous dire, il y a telle fiche C2E, tel financement que vous pouvez aller chercher pour tel type de travaux, et on l'intègre évidemment dans les politiques d'investissement autour des travaux qu'on peut vous conseiller. On vient vraiment dans ce rôle de conseil et d'accompagnement sur ces questions-là qui sont prépondérantes pour aller chercher les 40% d'ici 2030. Pour un bureau d'études, oui, merci pour votre question. Sur les outils, vous posiez la question des outils pour finalement répondre à ces enjeux-là. Il y a quand même un outil qui est fondamental, si on doit en retenir un, c'est la plateforme de pilotage énergétique qui en fait vient cristalliser cette centralisation de l'ensemble de vos données, puisque faire une collecte pour avoir des fichiers qui sont au final, qui restent dans des fichiers Excel, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc si on devait retenir un outil pour un bureau d'études, et on le voit sur beaucoup de bureaux d'études de taille modeste, les outils sont beaucoup Excel encore. Ce qu'on conseillerait, c'est déjà de tester la plateforme de monitoring énergétique. On vous conseillerait Adviseo, mais c'est le concept en tout cas d'avoir une plateforme de monitoring qui vous permette de gagner du temps sur l'automatisation de remontée des données et ensuite de pouvoir discuter avec vos clients de la suite et du management de l'énergie, ce que vous faites déjà aujourd'hui.
Sur le calcul des surfaces, est-ce que ça doit être homologué? C'est un peu le sens de la question. Est-ce qu'il faut une intervention pour, Non, maintenant il y a des, comment dire, des éléments factuels qui peuvent, attester de ces surfaces. Donc, il y a pas de nouvelle, en tout cas, audit ou de nouvelle vérification à faire de ces surfaces. Par contre, le décret tertiaire, c'est ce qu'on disait au départ, tient compte du fait que pour certains, ça peut être difficile d'avoir la surface de plancher et donne d'autres alternatives. C'est des choses qui sont écrites dans les FAQ notamment. N'hésitez pas à revenir vers les textes de source, hein, du décret sur la plateforme Opérate, qui est mise à jour régulièrement. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on creuse avec vous ces sujets. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. On a débordé un petit peu, navré pour ça. Merci beaucoup encore une fois de votre participation active. C'était un Merci plaisir beaucoup. de participer. Merci Gaël pour avoir animé avec moi cette présentation. Et on aura, donc comme on vous l'a dit, pour finir, on vous envoie le replay de la présentation, le support de présentation avec nos coordonnées. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour qu'on puisse discuter de vos projets. J'espère qu'on a pu vous montrer qu'on a un peu d'expérience de ces sujets sur des parcs bâtimentaires divers et assez conséquents. Merci à vous et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée, au revoir.